reprenons donc où nous en étions, c'est-à-dire après la phase trajanienne et hadrienne, et avec une phase que j'ai appelée 6 qui correspond au milieu du IIe siècle. Une période d'intense activité des carrières a eu lieu encore sous Antonin le Pieux, et elle a entraîné des modifications importantes dans l'économie du fort et ses abords. Dans le fort lui-même, les fouilles de Jean Bingen montrent qu'à cette époque, les latrines, que nous avons vues tout à l'heure, dont nous avons vu les phases premières ici, sont abandonnées et sont en partie comblées par des déchets. Et qu'à cette occasion, une tour carrée, une tour d'angle carré, est ajoutée vers 140 après Jésus-Christ. Les tours de la porte du fort sont également refaites, elles sont doublées par, ici, elles sont élargies, et elles sont dotées d'une clavicula qui sert à en améliorer la défense. On sait par la stratigraphie que cette clavicula est antérieure à la période sévérienne et rien ne s'oppose donc à ce qu'elle soit contemporaine de la réfection des tours et donc de leur élargissement. Une autre modification importante concerne l'annexe du fort, c'est-à-dire ce secteur-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vers le milieu du IIe siècle qu'elle est construite ou achevée, et elle est clairement en effet postérieure au fort, mais elle avait été programmée dès le départ, car, comme je vous l'ai dit, les fondations du rempart courent à la base du mur entre le fort et l'annexe. Il semble donc qu'un vieux projet d'agrandissement soit repris près de 50 ans après. L'annexe est pourvue d'une tour carrée au nord, et elle englobe des bâtiments antérieurs à la construction même du fort, tels que le bloc T1, T5, c'est-à-dire tout ce secteur-là, qui est d'ailleurs coupé par la construction du rempart. Et cette annexe recouvre des niveaux de dépotoir de la fin du règne d'Adrien, dont on ne sait pas bien s'il s'agit de dépotoir ou de remblai. Dans ce cas, les constructions seraient évidemment nettement postérieures à Adrien, mais globalement, on estime que cette annexe est construite vers le milieu du IIe siècle. L'annexe est plus ordonnée que le fort, comme vous le voyez, c'est un peu plus, peut-être plus que les fouilleurs pensent que c'est parce qu'elle regroupait des logements de militaires. Moi, je pense personnellement que c'est simplement qu'elle a été moins occupée, moins longtemps occupée, et que donc le plan originel a été moins perturbé par la suite. Et une chose intéressante, c'est que dès le début de l'annexe, dans ce secteur, on a construit une boulangerie qui a connu de nombreuses réfections et qui comportait au début au moins un four pour le pain de tradition égyptienne, appliquant les galettes sur les parois, et dans une phase immédiatement postérieure, peut-être quelques années après, un ensemble de 2 ou 3 fours. À l'extérieur du fort, la modification majeure a consisté à construire un vaste grenier et de grandes écuries pour les bêtes de somme, les fameuses animal lines des publications anglaises. Ce complexe est situé au sud-ouest du fort, vous voyez ici. Il est long de 56 mètres et large de 44 mètres. Et au nord, on trouve les écuries avec 3 nefs séparées par des mangeoires. Et au sud, un grenier mesurant 15 mètres de large et comportant 5 rangées de plots de pierre. Ces piliers mesurent jusqu'à 1,50 m de hauteur et les fouilleurs anglais imaginent qu'ils sont trop hauts pour supporter un plancher. Ce seraient donc des piliers qui supporteraient une couverture. Il faut toutefois s'interroger sur cette opinion, car tous les greniers connus, notamment en contexte militaire, comportent de tels alignements de plots destinés à supporter un plancher isolant le grain de l'humidité et des rongeurs. Il est donc improbable que le grenier du mont Scludenus soit un exemple isolé d'un autre type de grenier, et il faut donc probablement envisager qu'une partie des piliers supportait
une couverture, c'est peut-être ceux qui dépassent, et que les autres soutenaient plutôt le plancher. Quoi qu'il en soit, les murs de la partie nord du site de grenier reposent sur des niveaux qui ont livré un ostracone, inventaire 6369, qui est daté de 144. Un autre document datant de 150 est attribuable au même niveau. Par ailleurs, le grenier recouvre des bâtiments qui ont été détruits après 148, puisqu'ils comportent des ostracas de cette date. Donc l'ensemble est unitaire et il est postérieur à 149, donc probablement à peu près contemporain de l'extension de l'annexe dont je viens de vous parler auparavant. Cette phase est donc liée à la poursuite des travaux d'extraction des blocs et des colonnes pour les monuments de Rome, et notamment pour le temple de Vénus et de Rome, dont les travaux continuent dans les années 140-150 et s'achèvent en fait sous Antonin le Pieux. Et donc ces travaux que l'on constate dans la carrière pourraient être liés à l'extraction des pierres destinées à ces monuments. Durant la seconde moitié du IIe siècle, l'activité se maintient quelque peu, mais à un rythme très ralenti, et il semble que peu de modifications ont été apportées au bâtiment, à part le rejet de déchets dans certaines pièces abandonnées du fort. Les ostracas montrent des travaux d'extraction sous commode, entre 180 et 189, mais la destination des blocs n'est pas encore rattachée à un programme édilitaire, qui n'était d'ailleurs peut-être pas à Rome, mais en Campanie. On voit aussi que par rapport à l'époque de Trajan, Adrien et Antonin, le niveau de commande a baissé. En 189, le métallone, c'est-à-dire la zone des carrières, est dirigé seulement par un vice-curateur. Donc on a descendu d'un cran très important dans la hiérarchie de commandement. Dans un ostracone adressé au procurator metallorum, ce vice-curateur se lamente de n'avoir que 2 familiares. Et sur ce point, je vous renvoie à l'article d'Hélène Cuvigny qui s'appelle Vibus Alexander, Praefectus et épistratège de l'heptanomie, paru dans la Chronique d'Égypte en 2002. L'activité semble alors sporadique, à l'occasion de commandes, telles que celle de 2 colonnes de 26 pieds, qui ont été taillées en 2 mois du règne de Commode ou de Septime Sévère, et dont nous rapportent l'existence les ostracas au Claude 849 et 860. Mais on ne sait pas combien d'ouvriers ont été employés, ce sont peut-être des expéditions très limitées. Nous arrivons enfin à la phase 7, qui est celle de la fin du IIe et du début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et cette phase correspond à la relance très importante de l'activité sous les Sévères. Alors, les défenses sont réparées. Nous avons vu que la clavicula existait déjà, mais on rétablit, on refait la porte, on construit notamment des bancs de part et d'autre. Vous voyez ici donc la clavicula qui existait déjà, mais on refait le dallage, on refait les bancs qui sont situés là. Les remparts sont réparés et renforcés par des tours semi-circulaires qui n'existaient pas auparavant, celle-ci et celle-ci. La partie sud-est du fort, où se trouvaient les latrines, est alors complètement remplie de remblais contenant des déchets, et l'on crée sur ces remblais une rampe qui permet d'accéder à la tour. Cette rampe est construite après 193 puisque les remblais qui la supportent contiennent un ostracone de cette date. Dans l'annexe, c'est-à-dire que nous avons vu tout à l'heure, ici, l'annexe continue d'être occupée et le nombre de fours est doublé et on voit donc qu'il y a un accroissement de la fabrication du pain. Ça correspond peut-être à un changement dans l'approvisionnement des ouvriers. En effet, sous Antonin, les reçus sur avance de la Familia montrent que les ouvriers recevaient leur pain fait par leurs femmes
dans la ville de Kéné. Mais il semble que au début du IIIe siècle, ou à la fin du second, début du IIIe siècle, on ait fait plutôt le pain sur place et non plus dans la vallée. Cette cuisine de l'annexe, cette boulangerie, a fonctionné jusqu'à la fin de l'occupation du fort et elle n'est pas recouverte donc de dépotoir. Des pains carbonisés qui ont été trouvés au sud du bâtiment sont assez caractéristiques, avec un sommet arrondi, une dépression centrale qui permet de bien, avoir une idée du type de pain que l'on fabriquait. La date du dépotoir à l'intérieur du fort, c'est-à-dire la date du moment où l'on commence à remplir les pièces de l'intérieur du fort par des ordures, est assez difficile à fixer, car souvent le premier niveau de dépotoir, c'est le cas ici, correspond au dernier niveau d'occupation. Il est très difficile de faire la différence, et d'autre part, il arrive que ce ne soient pas des dépotoirs primaires, mais des déchets qui ont été pris dans d'autres endroits, et qui ont été rejetés dans des espaces d'habitation. L'apparition de dossiers groupés d'ostracas, qui sont tous de la même période, montre en effet qu'on procédait à des nettoyages périodiques. Mais on ne sait pas, bien entendu, combien de temps les documents étaient conservés avant d'être jetés, ce qui fait qu'on peut avoir un décalage relativement important entre le moment où on comble la pièce et le moment où les documents avaient été écrits antérieurement. Comme dans les forts des routes de Myos-Hormos et de Bérénice que nous avons étudiés l'année dernière, il est vraisemblable que les équipes qui arrivaient pour une nouvelle campagne d'extraction des roches nettoyaient les pièces des objets et documents devenus inutiles et les rejetaient dans le dépotoir ou dans une pièce inutilisée. Il est donc vraisemblable dans ce cas-là que l'essentiel des comblements auxquels on assiste à l'intérieur du fort sont attribuables à la nouvelle équipe qui arrive après la phase de relative dépression de la deuxième moitié du IIe siècle et qui arrive donc à la fin du règne de Commode, ou surtout sous Septime Sévère et Caracalla. Une modification majeure a eu lieu à cette époque, c'est-à-dire sous les Sévères, dans le temple de Sérapis. C'est la construction de la salle haut. Nous avons vu, en effet, que cette salle était postérieure au temple. Elle comporte une abside, ici, et sous cette abside, et sous le podium qu'elle supportait, se trouvait un réduit oraculaire auquel on accédait par une porte. Cette petite porte basse que vous voyez ici permettait donc d'accéder à une pièce souterraine d'environ 1,25 m par 0,70 m dans laquelle on se glissait en rampant. Et c'est là que l'on délivrait les oracles, puisqu'un ostracon nous indique qu'il y avait bien un oracle au Mons Claudianus. Sur l'exèdre, Jean-Michel Carrier a découvert les restes de la décoration, dont des têtes en argile crue et un fragment de buste. Vous voyez ici un exemple, un fragment de buste qui devait porter une perruque et qui était recouvert d'une fine pellicule d'or et qui donc faisait partie de la décoration de ce podium. La disposition intérieure comportait aussi des décorations de peinture qui sont des panneaux jaunes et bruns imitant le marbre africain, entourés de bandes de largeur et de couleurs variables, ainsi que des plinthes avec des hachures vertes imitant le marbre cipolin. Ce type de décor trouve des parallèles dans des maisons d'Éphèse de la seconde moitié du IIe siècle et de l'époque des Sévères, et c'est l'argument principal pour dater la pièce haut des Sévères. L'ensemble fait penser aux temples syriens, par exemple le temple mineur de Baalbek, les temples A de Hofsrifri et de Nia, et donc on sent une influence très nettement syrienne sur cette architecture. Ce renouveau d'activité au Mons Claudianus trouve évidemment son explication dans les monuments qui sont alors construits à Rome. Les thermes de Caracalla commencent à être construits en 211-212
et le bâtiment fut dédié en 216. Elagabal, successeur de Caracalla, a ajouté des portiques qui furent eux-mêmes complétés par Sévère Alexandre, et cette indication nous est donnée par l'Histoire Auguste, notamment dans le livre consacré à Héliogabal en 17:8 et dans celui concernant Sévère Alexandre en 25, paragraphe 6. Un rapport au préfet d'Égypte effectué en 214-215, qui est le papyrus d'Oxyrhynchos 3243, mentionne la distribution de blé du nom arsinoïte, qui indique donc que l'on faisait des provisions pour les besoins des hommes qui servaient au mons Porphyrites et au mons Claudianus. Cet ensemble donc témoigne d'un retour d'activité très important. La phase 8 qui suit correspond en fait à l'abandon du complexe du mons Claudianus et des carrières. Les derniers travaux ont eu lieu, donc, comme je vous l'ai dit, sous Sévère Alexandre dans les années 230. Par la suite, et donc on peut considérer que l'exploitation véritable se termine vers 235. Par la suite, on ne trouve plus de traces d'habitation, seulement quelques traces de passage. Il y a notamment deux monnaies, l'une de Probus et l'autre d'Aurélien, qui ont été trouvées ensemble en surface, mais qui sont peut-être simplement dues au passage d'un personnage qui les a perdus. Et lorsque l'empereur Dioclétien utilisera des colonnes du mons Claudianus pour les thermes qu'il fait construire à Rome, et pour, vous savez, ce sont ces grands thermes qui sont à côté de la gare de Termini, et pour le mausolée qu'il se fait construire dans son palais de Split en Croatie, il s'agit très certainement de colonnes de remploi plutôt que de colonnes qui auraient été extraites lors d'expéditions limitées, mais qui auraient laissé trace. Il n'y a absolument aucune trace de matériel du IVe siècle dans le complexe du mons Claudianus. Le fait que le granit du mons Claudianus soit mentionné dans le fameux édit sur les prix de Dioclétien en 301 prouve qu'il y avait encore des blocs disponibles sur le marché, mais il s'agit probablement soit de blocs qui avaient été expédiés anciennement et qui se trouvaient disponibles, soit de blocs de réemploi. Donc, l'archéologie prouve, malgré ses utilisations tardives, que le complexe n'a pas été occupé après 235. Il y a toutefois une dernière phase, une phase 9, qui n'a rien à voir avec l'exploitation des carrières et qui correspond en fait à l'utilisation de cette zone, comme partout ailleurs dans le désert, par des ermites chrétiens qui se sont construits à l'emplacement du puits du Wadi Dikal, que vous voyez ici sur cette photo, qui sont construits donc une tour de défense, qu'on voit sur la photo satellite, et des cabanes dans lesquelles ils se sont retirés pour prier et méditer. Mais cet épisode, bien entendu, ne concerne en rien les carrières et donc je ne m'y attarde pas. Il nous reste maintenant à examiner le fonctionnement de ces carrières. Ce fonctionnement est bien détaillé à partir des ostracas et pour le comprendre bien, je vais repartir d'un ostracone essentiel qui est l'ostracone Au-Claude inventé en 1538 qui a été magistralement étudié par Hélène Cuvigny dans un article qui s'appelle « L'organigramme du personnel d'une carrière impériale » d'après un ostracone du mons Claudianus paru dans la revue Chiron en 2005. Je résume ici ses conclusions. L'ostracone 1538 est datable de vers 110 après Jésus-Christ car il provient d'une couche qui a livré d'autres ostracas de cette date. C'est un bordereau de distribution d'eau qui est comptabilisé en outre et en kéramia, c'est-à-dire en amphore. Plutôt qu'une liste de distribution à faire, il s'agirait en fait d'un compte rendu de la distribution d'eau qui devait servir de rapport qui était destiné à un supérieur
On imagine par exemple le centurion qui commandait le camp alors. Ce rapport indique qu'un certain jour de novembre, donc disons en 110, 917 personnes sont présentes au métallone du Mons Claudianus. Mais cette liste n'est pas tout à fait complète car les femmes ne sont pas mentionnées. Or, nous savons qu'il y avait des femmes au Mons Claudianus par la présence de chaussures et par la mention dans d'autres ostracas, comme le laissez-passer au Claude 158, ou comme l'Ostracon inventaire 7252, qui indique qu'une femme envoie 2 matias de myrobolane dans la vallée. Vous savez, ce sont les fruits du Moringa peregrina qui étaient employés, comme nous l'avons vu dans le cours de 2012, pour faire de l'huile employée pour les parfums. Quoi qu'il en soit, malgré l'absence des femmes, nous avons un organigramme à peu près complet du personnel qui est alors stationné. Nous savons que les militaires étaient relativement peu nombreux. Ils comptent pour 6% du total, alors que les civils sont au nombre de 857, dont un architecte, 421 pagani, nous verrons ce que c'est-à-dire 46%, 400 familiares et 35 divers personnages, dont notamment des artisans. Dans l'ordre hiérarchique, qui est assez bien respecté dans l'Ostracon, on trouve au sommet le centurion, le décurion et l'architecte Héracléides, qui est bien connu pour avoir signé un bloc du Mons Claudianus qui a été trouvé à Rome. Et on trouve également au sommet de la hiérarchie l'épimélète du Panéion, c'est-à-dire du sanctuaire de Pan, qui devait être à l'emplacement du temple de Zeus Hélios Grand Sérapis, dont nous avons vu qu'il était construit plus tard par l'esclave impérial Épaphroditos en 118. Le bordereau de distribution d'eau mentionne donc ensuite les militaires. Il y a 60 soldats à l'époque, 29 fantassins, 22 recrues, 6 cavaliers et 2 officiers. Leur rôle est bien entendu d'assurer la garde et d'escorter les voyageurs et les convois dans le désert de plus en plus hostile. Le commandement est assuré donc par un centurion assisté d'un décurion qui fait office de curator, c'est-à-dire de gestionnaire du fort. C'est le centurion qui assure la justice et la discipline et il dispose pour ses déplacements de 5 ânes et également de secrétaires, un tesserarius et un subtesserarius qui étaient peut-être donc au travail dans les pièces des Xénaï que nous avons vues tout à l'heure. Lié au commandement, il y a ici un dromedarius qui est un chamelier qui monte un chameau de course et qui est chargé de porter les messages. Selon Hélène Cuvigny, il ne semble pas être un soldat, mais plutôt un employé de l'armée, une sorte de supplétif. La liste donne ensuite le nombre des ouvriers et des techniciens, ainsi que les quantités d'eau qu'ils reçoivent. D'abord, l'eau destinée aux forgerons qui travaillaient dans les carrières. La forge centrale, le stomotherion, qui se trouvait près du fort, employait 6 forgerons. C'était l'atelier qui fabriquait l'acier spécial appelé stomoma, que les ostracas mentionnent souvent et qui était absolument nécessaire pour creuser le granit qui est très dur. On trouve ensuite les distributions d'eau envoyées dans les carrières. Et parmi les ouvriers qui s'y trouvent, on distingue les pagani, qu'on pourrait appeler les civils, et la familia, qui relève de l'administration impériale et de la possession impériale. 2 carrières importantes sont alors ouvertes, les carrières Trajane et Mésée, qui employaient beaucoup d'ouvriers. Mésée, ce jour-là, emploie 111 ouvriers, dont 11 forgerons, et la carrière Trajane, 137 ouvriers, dont 13 forgerons. Le texte ensuite indique la distribution à d'autres personnages qui ne sont pas des ouvriers. On y trouve un certain Fanus, qui est un messager, 12 hommes de la familia qui sont partis avec un chariot. Mais il faut revenir sur les termes de pagani et de familiares. Le terme pagani désigne des hommes libres, par rapport aux esclaves, bien entendu, ou alors des habitants des campagnes ou des personnages de humble origine par rapport aux riches et aux notables.
Dans les carrières, ces Pagani sont employés comme tailleurs de pierre et ils sont alors qualifiés de sclérorgoi. Et ils étaient recrutés principalement à Alexandrie et à Assouan. Le texte indique qu'il y a 210 tailleurs de pierre qui viennent d'Alexandrie et 130 de Syène et quelques d'autres secteurs de l'Égypte. Il y en a 6 qui viennent du nom Arsinoïte et 3 du nom Memphite. En tout, on a donc 349 carriers. La présence d'ouvriers venus de Syène s'explique aisément parce que s'y trouvaient, comme nous l'avons vu sur la rive droite du Nil, de vastes carrières de granit rose et donc une tradition millénaire de taille de la pierre et de formation de carriers. En revanche, il faut expliquer pourquoi on faisait venir des ouvriers d'Alexandrie. Selon Hélène Cuvini, le grand nombre d'Alexandrins serait dû au fait que les architectes étaient des Alexandrins et qu'ils devaient recruter parmi leurs relations de travail, voire parmi leurs obligés, car, comme Hélène Cuvini l'a montré, les tailleurs de pierre au Mont Sclonius sont bien payés et donc cela permettait de faire en quelque sorte plaisir ou de faire travailler des gens qu'on connaissait. Venons-en maintenant au terme des familiares. La formulation et le statut est ambigu. On attendrait que ce terme désigne des esclaves de la maison impériale qu'on envoyait pour des tâches non qualifiées. Mais, d'après les ostraca, il semble qu'il s'agisse plutôt d'employés de l'administration. Dans l'ostracon de la distribution d'eau, que nous voyons sur l'écran, ils sont au nombre de 402. Et dans l'ensemble des textes, ils représentent en moyenne un quart du personnel employé dans les carrières. Les autres sont employés à diverses tâches, notamment le transport des blocs ou le transport des outres d'eau. Selon David Peacock, ce sont eux qui tiraient les blocs les plus lourds, qui ne pouvaient pas être chargés sur des chariots, comme nous le verrons, car l'effort d'un grand nombre d'hommes est plus aisé à coordonner que celui d'un grand nombre d'animaux. On s'étonne par ailleurs de ne pas trouver mention de prisonniers de guerre, que pourtant les sources mentionnent, ou on croyait que les sources les mentionnaient. Flavius Joseph, par exemple, dans la guerre de Judée, au livre 6, paragraphe 418, rapporte qu'après la prise de Jérusalem, les prisonniers au-dessus de 17 ans furent enchaînés et conduits en Égypte. Mais ils ne furent peut-être pas conduits dans ces carrières-là, car, au contraire, les ostracas assurent que la plupart des ouvriers étaient bien payés. Le silence des sources sur les prisonniers est significatif étant donné la masse des documents. Il devrait y avoir des listes de prisonniers comme on a des listes d'ouvriers, notamment pour la distribution de l'eau. Il faut donc en conclure que le travail dans la carrière du Mont Sclonius était trop technique pour être le fait de prisonniers, sauf peut-être à des exceptions à certaines périodes, et se pose en effet la question du bâtiment J du fort que nous avons vu tout à l'heure, qui pourrait être un dortoir pour des prisonniers ou peut-être pour des membres de la familia impériale. Alors après tous ces militaires et ces ouvriers, on trouve divers spécialistes qu'il est intéressant de mentionner. Il y a 2 médecins, un vétérinaire, 2 cordonniers, 2 bouchers, un barbier et des gardiens de locaux, ainsi qu'un maîtreur de marbre qui s'appelle anamétretes. C'est l'homme qui mesure les blocs et qui doit aussi contrôler la qualité des pierres avant leur expédition. Hélène Cuvini, en son article, souligne son rôle essentiel. Vu les délais et le coût du transport à travers le désert, il fallait prendre ou non la décision d'expédier tel ou tel bloc. C'est la raison pour laquelle on taillait les blocs au plus près de façon à éliminer le maximum de matière et d'éviter une casse lors de l'épanelage des blocs ultérieurement. Le texte indique aussi qu'il y a un platearius, un terme qui est interprété comme désignant le cadre qui est chargé de la mise en place et de l'entretien des rampes de descente des blocs, que nous verrons tout à l'heure, rampes qui doivent être planes. On trouve enfin des cordonniers qui devaient être chargés de réparer principalement les outres, fondamentales pour le transport de l'eau, mais aussi peut-être des sauchures des militaires et des ouvriers contre une rémunération. Les outres nous ramènent au problème de l'eau et de sa distribution. Nous avons vu que l'eau était comptabilisée en outres et en kéramia. Certaines outres
contiennent 4 kéramias, d'autres 5 ou 6. Les rations d'eau dépendent de la hiérarchie de la carrière. Alors, voici une outre et voici les kéramias, un exemple du 1er et 2e siècle et un exemple qui est un double kéramion du 3e siècle. Donc ces rations d'eau dépendent de la hiérarchie. On trouve d'abord hors catégorie les officiels qui disposent en quelque sorte de toute l'eau qu'ils désirent, et cela explique la présence des bassins et des baignoires dans les xénailles du centurion et dans les thermes. Ensuite, les rations diminuent depuis une amphore, c'est-à-dire 6,5 litres environ, que reçoivent 2 individus, le messager Fanus et le contremaître Sansnos. En descendant légèrement dans la hiérarchie, les soldats et le maîtreur de marbre ne reçoivent plus que 5/6 de kéramion, c'est-à-dire 5,4 litres, ce qui correspond à leur ration pour eux-mêmes et probablement pour leurs esclaves. Ensuite, on trouve les forgerons, les carriers et les recrues, les médecins, le vétérinaire, les cordonniers et les bouchers, qui sont traités de la même façon et qui reçoivent un demi-kéramion par jour, c'est-à-dire 3,25 litres. Et puis arrivent les manœuvres de la familia de l'empereur, les aides forgerons, ceux qui actionnent des soufflets de forge, qui ne reçoivent plus qu'un tiers de kéramion, c'est-à-dire 2,16 litres d'eau. Et enfin, la distribution mentionne les rations pour les animaux qui sont évidemment plus généreuses, 4 kéramias, c'est-à-dire 26 litres d'eau pour chaque cheval, et 2 kéramias, c'est-à-dire 13 litres pour un âne. Là aussi, la hiérarchie est respectée, comme vous le voyez. La distribution d'eau vers les carrières est aussi évoquée par les ostracas au Claude 769-787, publiés par Adam Bülow-Jacobsen. Les porteurs d'eau utilisent des ânes et des chameaux et suivent un ordre qui doit être topographique. Le seul point assuré de cette topographie est le stomotherion, c'est-à-dire la forge centrale qui est dans la carrière 92 que nous venons tout à l'heure, à l'est du Praesidium. Le puits étant à l'ouest, l'ordre de distribution commencerait donc par le nord et se continuerait ensuite en un cercle. L'ensemble des documents sur Ostraka montre qu'au maximum de l'activité de la carrière, donc, environ 1000 personnes y travaillaient, ce qui suppose une forte organisation et un ravitaillement adapté. La connaissance de l'organisation, dont le rapport sur la distribution d'eau donne un aperçu, est complétée par de nombreux ostracas concernant les carrières, qui, comme je vous l'ai dit, a été publié par Adam Bülow-Jacobsen et qu'il faut mettre en parallèle avec les vestiges des fronts de taille et des cabanes de forgerons. L'organisation du travail générait en effet une énorme bureaucratie. Il fallait établir journellement les listes d'ouvriers envoyés dans les carrières afin de leur distribuer l'eau qui était rare. Le bois aussi était rare. On comptait les manches et même les outils et les coins de fer qui étaient chers. Un bon exemple est donné par les Oclodes 839-840 datés de 136-137 après Jésus-Christ. Ce sont des listes d'outils en rapport avec la grande forge. On y trouve notamment des dermatikoi koffinoi, des couffins de cuir, et 4 mécanes askoi dermatikoi, qui seraient les soufflets destinés aux forges. Ce sont des documents qui permettent de quantifier le nombre de forgerons en rapport avec les carriers, par exemple, mais aussi des pans entiers de l'organisation. Toutefois, certaines parties de l'organisation restent dans l'ombre. On connaît très mal, par exemple, la question des transports. Les ostracas n'indiquent pas comment les grosses colonnes étaient transportées, de même qu'on ne sait presque rien des chariots, sinon qu'il y en avait un qui avait 12 roues. Toutefois, en combinant les prospections de David Peacock et l'étude des ostracas par Adam Bülow-Jacobsen, on parvient à un tableau assez cohérent, au moins de l'exploitation. Les carrières, dont vous voyez ici un exemple, sont distribuées sur un rayon d'environ 1,5 km autour du camp. Ce sont pour la plupart de petites carrières, à la différence des grandes carrières de Phrygie ou de Chempou. En fait, les carriers cherchaient un filon
qui convenaient à la demande qu'ils avaient reçue, et ensuite ils allaient exploiter ailleurs. Les prospections montrent qu'il y avait environ 130 fronts de taille, c'est-à-dire des zones où des blocs ont été extraits. Ces carrières mesurent en moyenne 20 mètres de large, ce qui effectivement est peu. Quelques-unes sont un peu plus grandes. Parmi les grandes, je vous cite quelques exemples. D'abord la carrière 2, qui est située près du site dit de l'Hydromat, qu'on voit ici, qui est caractérisée notamment par une baignoire cassée qui s'est donc brisée en cours de travail et qui a été abandonnée. Nous verrons que ces baignoires, par exemple, étaient utilisées dans les bains de Caracalla. On peut citer aussi l'exemple de la carrière 11, qui est située au nord du fort, qui est caractérisée par la présence d'une très grande colonne et du fragment d'une autre colonne, une colonne de 60 pieds, c'est-à-dire de 18 mètres, et qui a cassé au cours de fabrication. Vous voyez ici, on a essayé de la réparer par des crampons, mais ça n'a pas suffi. On peut citer, alors voici une autre idée, une autre vue de cette colonne, et vous voyez la dimension avec le personnage qui est assis dessus. On peut citer aussi la carrière 45, située à l'est du fort, et dans le Wadi, où 2 colonnes presque finies ont été abandonnées. L'une mesure 17 mètres de long, par exemple, mais elle a été abandonnée parce que des fissures ont été constatées. Là aussi, on a essayé de les réparer par des crampons, mais ça n'en a pas suffi, et donc le maîtreur a dû décider qu'on ne pourrait pas l'envoyer. Et voici ici donc les colonnes encore en place, avec la colonne brisée et l'autre qui a été abandonnée à la suite d'un bris à nouveau. Enfin, nous pourrions citer la carrière 75, qui est juste à côté, et qui est assez large, qui fait 50 mètres de long, qui est caractérisée par une rampe courte et qui, sur le terrain, est marquée par la présence d'un grand bassin de 3,90 m de diamètre qui a été abandonné, vous le voyez, parce qu'il s'est fissuré. Alors là aussi, on a essayé de le réparer, mais on a fini par abandonner l'idée de le transporter. Il est donc, on pourrait évidemment, il y a 130 carrières, on pourrait passer les unes après les autres, mais je vous ai donné un aperçu de ce qu'on peut y trouver, c'est assez répétitif. Il est en revanche plus délicat d'attribuer un nom à toutes les carrières, même si une dizaine de carrières ont été précisément identifiées. Cela tient au fait que toutes les carrières n'ont pas de nom gravé dans la roche, et aussi en partie parce que, d'une campagne à l'autre, les ouvriers ne se souvenaient pas des noms. Adam Bülow-Jacobsen a ainsi publié l'Ostracon au Claude 853, qui est une lettre des ouvriers à un procurateur, ce qui s'appelle Probus, qui était procurateur en 186-187 après Jésus-Christ. Le procurateur avait demandé aux ouvriers dans quelle carrière ils travaillaient, et ils répondent qu'ils ne savent pas les noms et qu'ils ont donné de nouveaux noms. Ils disent, vous nous demandez de quelle carrière, nous ne connaissons pas le nom de la carrière, mais c'est la carrière loin du Praesidium, dans la direction du Porphyrites, à laquelle nous avons donné le nom de Philosarapis. Donc on voit que la fluctuation des toponymes existait à cette époque-là, et ce qui rend évidemment l'attribution des noms assez difficile. Pourtant, les ostraca donnent beaucoup de noms de carrières. On connaît le nom de la carrière d'Aphrodite, d'Apollon, de Cresmosarapis, de Dios, d'Epicomos, d'Arpocrates, Héra, Hieronymus, Canopus, Mourismou, Philosérapis, etc., etc., Traianos, bien entendu. Donc on en connaît un grand nombre. Certaines peuvent être identifiées par des inscriptions sur place. Par exemple, la carrière 22 de David Peacock porte une inscription qui nous donne Murismos Philotraianos, et donc c'est celle qui est connue assez bien dans les textes sous le nom de Murismos ou Murismou.
Adam Jacobsen pense aussi que la carrière d'Harpocrates serait la carrière 109 de David Peacock grâce à une inscription qui était gravée sur le site. Celle de Coclax serait la 120, aussi attribuée par une inscription. L'ostracon au Claude 843, qui mentionne la carrière de Hieronymus, qui tire son nom de l'architecte dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était inculté sous Trajan, serait-elle localisée dans la carrière 83 de David Peacock grâce à une autre inscription. Enfin, la carrière C7 de Peacock était connue sous le nom de Apol Hippocomos par une autre inscription. C'est la carrière qui se trouve dans les ostracas sous le nom d'Apollon et Hippocomos. Un autre exemple, la carrière appelée Nico Toukai est connue par une inscription sur les lieux que vous voyez ici. C'est la carrière Peacock 75, mais elle n'a jamais été véritablement exploitée, seulement prospectée. On voit bien que donc on nomme la carrière, on écrit le nom, et ensuite on commence le travail, et parfois on ne le poursuit plus. Alors, si on a l'exemple d'une carrière qui n'a pas été exploitée dont on connaît le nom, on a l'exemple inverse aussi. Un ostracon latin de l'époque de Trajan indique qu'il y a dans la carrière qui s'appelle Sozusa une colonne de 33 pieds, mais cette carrière n'a pas été localisée. Venons-en maintenant à la technique. Les carriers, qui étaient appelés sclérogoi, travaillaient au marteau et à la broche pour creuser des trous, pour enfoncer des coins de fer. Les coins de fer diffèrent selon les types de travaux qu'il faut faire, mais ne semblent pas évoluer avec le temps. En plusieurs endroits, des trous circulaires, carrés ou rectangulaires ont été effectués pour voir si la roche était suffisamment bonne en profondeur et notamment si elle n'avait pas de fissures. Ensuite, on faisait des tranchées, comme vous voyez ici, de 30 cm de large environ, pour enfoncer les coins, car plus le bloc désiré est épais, plus il faut enfoncer les coins dans la roche. Positionnant les blocs au fond d'une tranchée présente deux avantages. On travaille dans la roche bonne et la profondeur de la fissure que l'on crée est augmentée. Un trou de coin à 40 cm de profondeur donne une fissure de près de 6 mètres. Les données tirées des exploitations traditionnelles des carrières de roches dures permettent d'estimer qu'un carrier utilisant une aiguille fait un trou de coin de ce type-là, du type de ceux que l'on voit, en 2h30 et environ 6300 coups de marteau, ce qui implique qu'un carrier pouvait tailler environ 4 trous par jour. Comme il fallait reforger la broche tous les 1500 coups, un carrier avait besoin de 17 broches par jour, ce qui explique la présence permanente de forgerons sur les sites des carrières. Lorsque les trous étaient réalisés, on enfonçait des coins entre deux plaquettes de fer. Il ne faut pas en effet que le coin touche le fond. Ensuite, un marteleur spécialisé équilibrait les coups pour mettre la roche en tension et détacher le bloc, ce qui demande pour les grandes colonnes une technicité et une très longue expérience. Les équipes étaient composées au jour le jour, nous l'avons vu, car il n'y avait pas de travail permanent dans une carrière. Le commandement envoyait les ouvriers en fonction de la tâche à réaliser, ce qui explique les tableaux de distribution des ouvriers. Un exemple typique, par exemple, est l'Oclode 700, qui indique qu'on envoie 10 hommes à Kénélatomia, de la carrière de Kénélatomia, 53 à celle de Philocérapis, un seul dans celle de Rome et un seul à celle de Maron. On a bien d'autres exemples, comme par exemple l'Oclode 725, qui date de 136-137, où on envoie 34 hommes pour charrier des outres, 6 qui sont envoyés pour faire du bois, et on envoie aussi 6 trempeurs et souffleurs, 6 trempeurs pour les forges, et souffleurs également pour les forges, 3 hommes à la forge centrale, 3 hommes au poste de guet, et 9 travailleurs dans la carrière. Donc on a toutes ces listes qui nous permettent d'estimer le nombre de
de travailleurs et leur emploi. La phase initiale, en effet, de détachement du bloc demandait beaucoup de tailleurs de pierre et de forgerons. Les données tirées des carrières du XIXe siècle montrent qu'un forgeron et son aide peuvent appointer 140 pointerolles par jour. Comme un tailleur de pierre en use 17, il faudrait donc un forgeron pour 4 tailleurs de pierre. Or, les ostraca donnent un autre ratio. Selon Adam Bülow-Jacobsen, il y avait un forgeron pour 12 carriers. Il aurait donc fallu que le forgeron appointe les pointerolles en seulement 5 minutes, ce qui paraît peu, pour reforger tous les outils. Et même si les forgerons du Mons Pleudenus disposaient chacun de 2 aides, nous le savons par les ostracas, cela paraît insuffisant. Ils disposaient en effet des fusetailles qui actionnaient les soufflets et des pharmaxarioi qui trempaient les fers rougis dans l'eau. La proportion d'un forgeron pour 12 tailleurs est donc loin du ratio idéal. Il faut donc en conclure que les tailleurs de pierre ne faisaient pas seulement de la taille de la pierre, ils ne faisaient pas seulement que creuser des trous pour enfoncer les coins, mais qu'ils faisaient aussi d'autres tâches qui ne nécessitaient pas d'appointer les outils en permanence. Quoi qu'il en soit, David Peacock a montré que 53 carrières sur 130 possédaient une forge marquée par des cendres ou des scories. Un bon exemple est donné par la forge de la carrière 89 que vous voyez ici. Il y a 2 pièces accolées au rocher. Dans la partie nord, on trouve 5 bassins de trempe, ici. Au sud-ouest se trouvait la forge et avec 2 pierres verticales en V qui sont vitrifiées. Au nord, alors voici les bassins de trempe tels qu'ils ont été retrouvés, qui sont enduits de mortier et qui contenaient l'eau. Et ici, l'ensemble où se trouvait la forge, avec 2 dépressions, l'une qui est liée à l'emplacement du soufflet et liée à 2 trous qui permettaient au soufflet d'actionner le feu dans la forge, et la deuxième dépression est celle où se trouvait l'ouvrier chargé d'actionner les soufflets. Outre les forgerons et les carriers, les listes de personnel indiquent la présence d'un contremaître, ergodotes, et d'un ou plusieurs marteleurs. Nous avons vu ces personnages qui savaient équilibrer les coups pour détacher le bloc sans les casser. L'opération de déplacement du bloc détaché de la roche-mère et son dégrossissement demandaient beaucoup de main-d'œuvre encore, car les blocs étaient dégrossis le plus possible pour éviter le poids et repérer les défauts. La troisième phase du travail consistait à descendre le bloc de la carrière, opération qui, elle aussi, nécessitait une abondante main-d'œuvre, mais celle-ci non spécialisée, et des charpentiers aussi pour monter les échafaudages, confectionner les traîneaux et utiliser les cordages. David Peacock estime que l'on a dû extraire au maximum 4 à 500 colonnes à peine, quelques baignoires et des bassins, des bases, des chapiteaux et des blocs. L'analyse des mesures montre qu'on cherchait surtout à tailler des colonnes variant entre 8 pieds, c'est-à-dire entre 2,40 m de hauteur, et 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres. Aucun monument de Rome n'est connu toutefois avec des colonnes aussi grandes qui, peut-être, n'ont jamais été finies. Des colonnes de 50 pieds, au contraire, ont été utilisées dans le portique et dans le temple du Divus Traianus, ainsi que dans le porche devant le Panthéon. L'hétérogénéité des mesures, notamment l'existence de colonnes non standards de 8 et 14 pieds, montre que toutes les colonnes étaient commandées pour des monuments particuliers et non selon des normes standards pour être vendues, comme c'est le cas dans d'autres carrières, notamment dans les carrières privées. Les blocs répondent donc à des commandes impériales uniquement. Un bon exemple est donné par l'ostracon Au-Claude 739, qui mentionne une colonne destinée au temple de Plotine, la femme de Trajan qui était morte en 122. Outre les colonnes, on tirait des chapiteaux corinthiens, on tirait des bassins ronds, comme nous avons vu,
dont un, par exemple, est réutilisé dans la fontaine en face du Quirinal, et ont tiré aussi des baignoires, comme celle de la Carrière 2, qui est d'un type connu à l'heure actuelle au Palais Farnèse, devant le Palais Farnèse, mais qui provient des thermes de Caracalla, et qu'on connaît aussi dans d'autres baignoires conservées au Vatican. Enfin, on extrayait aussi des blocs pour les scier et pour faire des plaquages. L'ostracone Au-Claude 750 mentionne 13 hommes envoyés à estas placas pour tailler des blocs qui deviendront des plaques après sciage. Et je vous rappelle que le sol du Panthéon, par exemple, est dallé de granit du mont Sclodénus. Les blocs sont souvent marqués, je ne m'étends pas dessus car le temps nous manque. Nous avons des marques qui indiquent la vérification des blocs avec un numéro et qui donc correspondent à des programmes particuliers. Nous avons des marques, notamment CPE, qui correspondent au fameux Epaphroditos qui, sous Trajan, gérait les carrières. Vous voyez ici une de ces marques. Elle est aussi inscrite sur la colonne de 60 pieds. Et j'en viens maintenant à la descente des blocs qu'il fallait transporter dans la vallée sur des chariots ou des traîneaux pour expédier à Rome. Alors, il fallait d'abord les descendre de la carrière grâce à des rampes, car les carrières sont souvent en hauteur. Et vous voyez ici un exemple de ces rampes dont la pente peut aller jusqu'à 30%. Elles sont situées dans des ravins, et donc souvent en grande partie détruites, mais certaines sont très longues et font jusqu'à 500 mètres de longueur. Les rampes sont longées de paires de cairns de pierre espacées de 50 à 100 mètres, ou parfois moins, et que nous retrouverons au Mons Porphyrites et à Domitiane. Et leur fonction est discutée. Vous voyez ici, elles vont par paires le long de la rampe, et vous voyez ici un de ces exemples. Selon Peacock, il s'agirait de piles de pierre tenues en réserve pour l'aménagement des rampes que le passage des blocs abîmait. Cela me paraît une explication invraisemblable, car on ne voit pas pourquoi de telles réserves de blocs seraient aussi bien appareillées, un tas aurait suffi, ni pourquoi elles auraient été disposées par paires. Je pense qu'il faut y voir, comme Meredith l'avait bien vu dans les années 1950, plutôt des constructions destinées à fixer des assemblages de cordes pour freiner et guider la descente des blocs. Des monolithes verticaux fixés dans la roche-mère ont cette même fonction dans des carrières très pentues comme celle du Pentélique en Grèce. Il faut donc imaginer que l'on plaçait des bois verticalement sur le pourtour de ces amas de pierre et que l'on fixait des cordages autour. La masse de ces amas formés, lorsqu'elle était rendue compacte par cet assemblage, la masse de ces amas était suffisante, à mon avis, pour résister à la traction des blocs qui dévalaient la pente sur des rouleaux. Et donc, il faut imaginer que chaque fois, autour de ces amas de pierre, il y avait des bâtis de bois qui permettaient de fixer des cordes. Ces rampes finissaient dans les vallées sur des quais de chargement que nous examinerons dans 15 jours lorsque je finirai de parler de cette carrière et que j'aborderai celle du Mons Porphyrites, le Metallon Porphyritou, et celle de Kénélatomia que notre équipe a fouillé il y a 10 ans et qui vous donnera des données complètement inédites puisque nous sommes en train d'en préparer la publication. Merci.